Vous écoutez un podcast produit par l'association Les Fameuses, enregistré en mars 2024 lors d'une rencontre publique avec Aude Rivoal. Sociologue, chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail, elle vient évoquer la place des femmes dans le travail et les métiers du numérique. Cet entretien, réalisé à la cantine numérique à Nantes, est mené par Clémentine Lemaire, coprésidente des Fameuses. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous entendez bien? Oui, c'est bon. Aude, alors je ne vais pas respecter les règles traditionnelles des conférences et je vais tutoyer Aude parce que je la connais. Donc Aude, tu es sociologue, docteur de l'université Paris 8 et aujourd'hui également chercheuse associée au CNAM CEET, si je ne sais pas comment c'est. Oui, c'est le Centre d'études de l'emploi et du travail. Et tes recherches portent sur les liens entre masculinité et travail. Ouais. Tu es l'autrice de 2 ouvrages que j'ai amenés ici. La fabrique des masculinités au travail, pour lequel d'ailleurs tu étais venue dans un événement à Stérolux qu'on avait organisé en 2022 pour parler de cet ouvrage, et d'un ouvrage plus récent qui est sorti en novembre, non? C'est ça? Je me souviens plus. En novembre, et ça c'est plutôt un ouvrage de vulgarisation. Ça c'est un ouvrage très académique. Donc voilà, donc je les ai amenés. Et c'est un ouvrage qui contient des photos, oui. qui est divisé en 7 chapitres. Chaque chapitre correspond à un verbe d'action. Travailler, être père, aimer, prendre soin. Et à chaque fois, on décortique ce que c'est la masculinité à l'aune de ces verbes d'action, en illustrant avec des photos. Donc si vous souhaitez à un moment les feuilleter, n'hésitez pas, on les garde, mais ils sont consultables. Et tu es nantaise aussi? Oui, depuis un an. Et j'en suis ravie. Alors, ma première question, c'est de savoir pourquoi, finalement, quand on veut traiter de la question de l'égalité professionnelle et de l'égalité entre les genres au travail, pourquoi on s'intéresse à la question des masculinités? Parce que je me suis dit que c'est peut-être une question que vous aviez. Pourquoi est-ce qu'on va vous parler de masculinité ce soir quand on veut parler d'égalité professionnelle? Alors pourquoi parce qu'en fait ça n'avait jamais été traité avant, bizarrement, alors que la position des hommes dans le monde du travail est relativement centrale. Mais jusqu'à présent, en fait, l'important c'était aussi de documenter la place des femmes au travail qui avait été longtemps invisibilisée, de documenter aussi les inégalités dont elles étaient victimes et la manière dont elles pouvaient dépasser les inégalités ou les obstacles dont elles étaient victimes. Donc il y avait vraiment un premier travail qui a été fait par des féministes dans les années 70, 80, 90 de documenter justement la place des femmes au travail, de leur redonner aussi une place pour celles qui avaient été invisibilisées dans l'histoire. Quand longtemps l'histoire ouvrière, ça a été l'histoire des ouvriers hommes. On n'a pas parlé des ouvrières. Et donc il y a eu tout ce travail à faire. Et voilà. Et donc en fait, moi j'ai décidé de plutôt étudier les hommes, non pas parce que tout avait été dit sur les femmes, c'est loin d'être le cas, mais parce que j'avais envie de faire sortir les hommes de la norme, de les étudier comme une classe de sexe au même titre que les femmes, pour ne plus prendre le masculin comme étant la norme. Merci. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça t'a appris, notamment ce lien entre masculinité et travail? Alors, ça m'a appris, en fait, moi, tout mon travail, il part de l'étude du paradoxe qui est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui se disent en faveur de l'égalité professionnelle, il y a des grands patrons qui s'engagent, il y a des lois qui garantissent l'égalité, il y a des rapports qui alertent, etc. Et pourtant, tous les jours dans les médias, vous le voyez, il y a des histoires de violences sexuelles, il y a des inégalités qui résistent, etc. Et moi, c'est ce paradoxe qui m'intéressait vraiment d'étudier qu'est-ce qui fait que ça coince encore et pourquoi les discours et les pratiques sont dissonants, en fait. Et alors, j'ai plusieurs réponses à apporter. La première, c'est que, en fait, la domination masculine, mais là, je pense que je vous apprends rien, c'est avant tout une problématique structurelle, c'est-à-dire que les individus ont beau avoir envie que l'égalité progresse, et les hommes en particulier, ils peuvent être très sincères en fait dans leur manière d'appréhender l'égalité. J'ai rencontré plein d'hommes qui m'ont dit, bien sûr, moi je suis pour l'égalité, etc. Sauf qu'en fait, en pratique, certains ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont des comportements sexistes, et ça peut passer par des toutes petites choses, mais mon activité favorite quand je fais des enquêtes en entreprise, c'est d'observer les réunions de travail. Et ça ne manque jamais, faites-le dans votre travail, je vous encourage à faire ça. Il y a toujours un homme qui coupe la parole à une femme ou un homme qui va mansplainer quelque chose, toujours. Donc, et aussi sur la... Mansplainer, je ne sais pas si c'est
clair pour tout le monde. Est-ce que tu peux... Mansplaining, c'est expliquer quelque chose à une femme alors qu'elle connaît déjà la réponse à la question ou ce dont elle est en train de parler. Et donc c'est tellement fréquent qu'on en a inventé un mot, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et donc il y a à la fois le fait que, en fait, on peut avoir des comportements sexistes sans en rendre compte, et même quand on est une femme, on peut avoir intériorisé un certain nombre de choses, qui vont pas forcément en notre faveur, mais de manière plus générale, c'est structurel aussi parce que l'histoire du travail a été construite de sorte à invisibiliser les femmes. Et j'ai été voir une expo il n'y a pas très longtemps à Lille sur les femmes artistes peintres. Et en fait, pourquoi est-ce que les femmes artistes peintres sont effacées de l'histoire de la peinture? Si je vous demande de me donner 5 noms d'artistes, vous allez penser à des hommes assez rapidement, et pas à des femmes. La première raison, c'est parce qu'en fait, elles ont manqué de structure pour exercer leur art. Ça, c'est quand même important aussi d'avoir des espaces où les femmes puissent travailler, où elles se sentent en sécurité. La deuxième raison, c'est parce que les femmes, elles ont longtemps été cantonnées à la peinture des oiseaux ou des fleurs parce qu'elles étaient plus minutieuses. Donc on les a cantonnées à une tâche en particulier. Et la troisième raison, c'est parce que les femmes n'avaient pas les réseaux pour développer et diffuser leurs travaux. Et on sait très bien aussi que les opportunités professionnelles, elles marchent aussi sur l'entre-soi, la cooptation, le réseau, etc. Et donc du coup, tous ces facteurs font que peu à peu, l'histoire des femmes, en tout cas dans la peinture, mais c'est valable dans tous les domaines, se construit au masculin. Donc la première raison, c'est que, pour résumer un peu, c'est que ça ne dépend pas seulement des individus, ça dépend aussi des structures. Et la deuxième raison, c'est aussi que la masculinité, c'est quelque chose de collectif. C'est-à-dire que la masculinité, ça se construit en bande, en groupe, avec ses potes, avec ses collègues. Et dans beaucoup de milieux professionnels, je pense qu'il y a très peu de milieux professionnels qui échappent. On a ce qu'on appelle les boys clubs, donc des groupes d'hommes qui se cooptent entre eux, en fait, et qui s'assurent à la fois des places, à la fois des promotions dans le monde du travail, et qui justement se côtoient dans des after-work, etc., qui partagent aussi des références communes. Ça peut être le sport, par exemple, tout simplement. On se raconte les résultats sportifs, et ces boys clubs, justement, ça autorise, ou ça permet, ou ça encourage le fait de prolonger les univers non mixtes. En tout cas, ça n'encourage pas la mixité. J'avais, je crois, une troisième raison qui était... Ah oui, et la troisième raison, c'était les carrières. Quand on veut faire carrière, en fait, il y a plein d'études sociologiques qui montrent que quand on est une femme, il y a des obstacles. Quand on a atteint les postes un petit peu de direction et les postes à responsabilité hiérarchique, il y a un certain nombre d'obstacles qui se présentent. La première, c'est déjà quand on passe les concours des grandes écoles. En fait, quand on passe le concours de l'ENA, par exemple, c'est une grande école qui, bien sûr, donne accès aux postes de pouvoir dans la haute administration. C'est une grande école qui valorise un rapport stratégique au diplôme, mais aussi la confiance en soi. Quand on passe le concours de l'ENA, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi et surtout une capacité à prendre la parole, à s'exprimer, qui n'est pas forcément donnée à tout le monde, mais en tout cas pour laquelle les garçons ont été majoritairement socialisés. Donc ça joue. Il y a aussi une deuxième raison qui fait que quand on commence à prendre des responsabilités, on attend des cadres, une disponibilité à la fois géographique mais temporelle importante, et cette disponibilité géographique et temporelle, elle n'est possible qu'à la condition de se délester du travail domestique et parental. Donc évidemment, ça écarte bien sûr un certain nombre de femmes. Donc voilà, donc il y a à la fois le côté structurel, il y a les attendus qu'on a dans les métiers, en particulier dans les métiers de cadre, et le fait que la masculinité est une construction collective. Merci. Et finalement, vu que l'objet aussi de ce trimestre diversité, équité, inclusion, c'était, quand l'équipe de la cantine nous a proposé d'intervenir, c'était aussi de présenter des outils, enfin en tout cas essayer d'expliquer comment on peut faire l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans son entreprise. Et aujourd'hui, on observe dans beaucoup d'entreprises que finalement, les outils le plus largement utilisés, ce sont le coaching, le mentorat, en tout cas, toujours la question d'aller accompagner les femmes à prendre leur place, à s'empouvoirer, etc.
Loin de moi l'idée de dire que ce n'est pas un travail intéressant et qu'il n'est pas nécessaire, mais est-il vraiment suffisant, notamment à l'aune de ce qu'on apprend en observant les masculinités au travail ? Alors, je vous donne un seul exemple, c'est la question des inégalités de salaire. Ça, c'est souvent la question où on va dire aux femmes, on va vous apprendre justement à demander en entretien à gagner plus ou à gagner le même salaire, etc. Donc, c'est les fameux coachings dont tu parles. Et en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent que les femmes demandent. Elles demandent, mais elles ne sont pas entendues. Et ça, c'est une vraie problématique. Parce qu'il existe encore un certain nombre de stéréotypes qui perdurent sur le fait que, sur les qualifications, sur le fait que éventuellement les qualifications qui sont attribuées aux femmes seraient moins valorisables ou valorisées que celles des hommes. Je pense aux mailloticiens, par exemple. Il y a une étude sociologique qui est sortie il n'y a pas très longtemps. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a très peu d'hommes chez les sages-femmes, chez les mailloticiens. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient mieux payés que les femmes parce que ils ont des compétences de travail qu'ils ont travaillé, puisque ce n'est pas inné. Je mets des guillemets. C'est inné pour eux de savoir accoucher une femme et s'occuper d'un enfant, alors que pour les femmes, ça le serait. Bien sûr. Donc, ils sont mieux payés que les femmes à ce titre et ils ont ce qu'on appelle un escalator de verre, c'est-à-dire qu'ils ont des promotions plus rapides que les femmes dans ces milieux-là. Donc, ça, c'est le pendant du plafond de verre. Donc, quand les femmes rencontrent des obstacles à l'entrée de certains postes à responsabilité. Et ça, c'est vrai qu'on l'observe dans beaucoup, enfin tu parlais effectivement du milieu des sages-femmes, mais on l'observe dans beaucoup de métiers dits féminins, la promotion des hommes qui choisissent ces métiers-là. Tout à fait. Donc effectivement, et puis le fait de coacher des femmes pour leur apprendre à demander plus d'argent, quelque part c'est un peu ironique parce que ça veut dire aussi à l'inverse que si elles ne sont pas payées autant que les hommes, c'est parce que c'est de leur faute à elles, c'est parce qu'elles ne l'ont pas demandé. Alors qu'en fait elles demandent mais elles ne sont pas entendues. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, petit instant publicité, ça me fait penser aux travaux de Léa Dorion qui était venue en juin dernier au Festival des Fameuses. Et du coup, je vous invite à écouter le podcast de son intervention, parce que les podcasts de notre Festival des Fameuses du mois de juin est sorti cette semaine. Donc voilà, j'en profite. N'hésitez pas, vous pourrez retrouver ça sur notre site internet. On a dit l'objet, oui, on est à la cantine du numérique. Qu'est-ce que nous enseigne ? On aurait pu croire qu'Internet, en tout cas c'était une des utopies d'Internet, c'était de dire l'accessibilité pour tous et tous, quelle que soit la classe, le genre, la race, etc. Aujourd'hui on est en 2024. Qu'est-ce que nous dit l'étude des masculinités dans le secteur du numérique, où on en est de cette utopie ? C'est un secteur qui résiste beaucoup à l'égalité. Je vous renvoie à deux chercheuses. Alors, une journaliste qui s'appelle Mathilde Saliou qui a publié Technoféminisme justement sur le féminisme dans la tech et qui est interviewée tout à fait dans le livre. Et Isabelle Collet qui est une sociologue qui travaille sur les femmes dans les métiers informatiques. Isabelle Collet, elle nous dit que en fait le secteur informatique est un des seuls secteurs qui aujourd'hui connaît une décroissance des effectifs féminins. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de femmes dans le secteur numérique. Donc on a comme ça l'idée d'une féminisation lente mais quand même progressive du monde du travail. En fait, on se rend compte qu'il y a quand même des espaces où il y a des décroissances d'effectifs féminins. Donc c'est aussi pour ça que, en fait, il faut bien se rendre compte que l'histoire des femmes n'est jamais linéaire et qu'il y a quand même aussi des retours de bâton et des espaces où ça se passe moins bien. Et en fait, Isabelle Collet nous raconte que donc dans les années 50-60, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient dans l'informatique parce que elles codaient. Donc elles faisaient ce travail à la main. Et puis progressivement, à mesure que l'informatique s'est médiatisée, a gagné en prestige, et finalement les hommes sont rentrés dans ces métiers. Les femmes ont formé les hommes qui sont devenus leurs chefs. Et peu à peu, elles ont été un petit peu évincées de l'histoire. On les a peu à peu écartées. Alors, je voudrais préciser que c'est quand même une vision très ethnocentrée, parce que par exemple en Asie et en Malaisie en particulier, Isabelle Collet nous dit que les métiers informatiques sont perçus comme féminins, parce qu'ils sont peu salissants, pas dangereux, ils ne nécessitent pas de porter des charges lourdes et on peut l'effectuer chez soi.
Donc cette vision des métiers techniques et informatiques, c'est vraiment très ethnocentré, donc c'est vraiment propre à chez nous. Et alors pour prendre un exemple justement de cette éviction des femmes des métiers de la tech et de l'informatique, un exemple un peu plus contemporain qui a fait pas mal la une des médias il n'y a pas très longtemps, alors, je ne voudrais pas écorcher son nom, c'est... comment s'appelle-t-elle ? Ah, voilà. C'est Whitney Wolfe Herd, qui est la co-créatrice de Tinder puis de Bumble, et qui en fait a co-créé Tinder avec 2 hommes. Et en fait, ça s'est pas bien passé pour diverses raisons. Et donc, elle est partie de l'entreprise. Elle a créé Bumble, qui a fait concurrence directe à Tinder. Et elle a été victime, comme beaucoup d'autres femmes entrepreneurs, notamment dans la tech, de 3 mécanismes très typiques, en fait, pour effacer les femmes de l'histoire. C'est à la fois l'effacement, donc ils ont tout effacé, les mails dans lesquels elle apparaissait, tous les comptes rendus dans lesquels son nom apparaissait. On a effacé toutes les traces de sa présence dans l'entreprise Tinder pour montrer qu'elle n'avait pas été co-créatrice de l'application et donc elle ne pouvait pas prétendre justement à valoriser cette participation. Donc il y a eu l'effacement, il y a eu l'intimidation, donc elle a été bien sûr... menacée par moult avocats de ne pas pouvoir créer une autre start-up, une autre application de rencontre. Elle a été aussi intimidée par le harcèlement qu'elle a subi sur les réseaux sociaux. Et enfin, il y a eu l'ostracisation, c'est-à-dire qu'elle a eu énormément de mal, comme beaucoup de femmes entrepreneurs, à trouver des financements pour monter son application, parce qu'elle était soupçonnée à la fois d'un manque de compétences informatiques, mais aussi parce qu'elle était soupçonnée d'avoir monté sa nouvelle application par revanche donc contre son ex, donc parce qu'elle était dans une vendetta, donc dans l'émotion quelque part. Donc voilà, c'est les 3 mécanismes qu'on peut noter justement dans ces milieux-là, c'est effacement, intimidation, ostracisation. C'est très classique, notamment chez les femmes entrepreneurs. Sachant que c'est pour le coup aussi ce qui me fait penser que c'est quand même un sujet qui nous concerne toutes et tous, et pas que quand on travaille dans le secteur du numérique, parce que finalement, les personnes qui travaillent dans le numérique sont celles qui façonnent le monde dans lequel on est, les services auxquels on a accès, qui façonnent les intelligences artificielles de demain, dont on sait, qu'on s'étonne parfois, oh bah dis donc l'IA, elle est sexiste, je me demande bien pourquoi, et voilà, et tous les espaces qu'on connaît où beaucoup de femmes subissent beaucoup plus de cyberharcèlement, etc., où le genre, là encore, intervient, donc la place des femmes dans cet espace-là est clé pour tout. Absolument, oui. Pour la construction du monde de demain, oui. Et peut-être pour finir, l'éviction, c'était ma dernière question avant de vous donner la parole. Tu parles effectivement de l'éviction des femmes dans le secteur du numérique. J'avais envie qu'on réélargisse au secteur du travail et de dire que finalement aujourd'hui, l'éviction on l'observe à plusieurs niveaux des femmes du marché du travail. Pour les plus pauvres, que ce soit via les temps partiels, et contrairement à ce qu'on peut croire, les temps partiels ne sont pas, en large majorité, ils ne sont pas choisis, mais très souvent subis. Donc c'est important de le dire, parce qu'on peut avoir le cliché de « les femmes, elles sont bien contentes de moins travailler pour s'occuper de leurs enfants, donc merci de leur faire cette petite fleur ». Donc il y a cette éviction par, en tout cas, le fait de gagner moins, du coup de cotiser moins, avec tous les débats sur les retraites qu'on connaît. Une tendance aussi qu'on observe sur Instagram récemment, les tradwives, avec le fait de valoriser le retour à la femme au foyer, celle qui, en tout cas, il y a toute une image glam qu'on souhaite donner à ça. Et en tout cas, et pour les plus diplômés, quel que soit le niveau en fait de diplôme, pour les plus diplômés, on le sait, on observe des femmes qui j'ai mangé son nom, une ancienne avocate, une juriste, une traductrice de contrat qui a écrit le livre « Merci mais non merci », Céline Alix, qui a observé justement le fait que même quand on est très diplômé, même quand on a tout fait, etc., et que finalement, normalement, on a toutes les médailles, le plafond de verre est toujours là, et qu'elle préfère quitter le système où s'exercent et où se développent les masculinités, parce qu'elles ne trouvent de toute façon pas leur place et elles finissent par quitter le monde de l'entreprise, lancer leur propre aventure entrepreneuriale. Et d'ailleurs, si je reviens à ma question des outils,
la question de, mesdames, créez votre entreprise, votre micro-entreprise, pour plus de flexibilité, etc. C'est aussi un modèle qu'on vend et qu'on valorise. Est-ce que c'est vraiment le modèle qui, à la fin, sera le plus protecteur pour les femmes ? Ça, c'est une vraie question. Il y a plusieurs questions dans ta question. Oui, effectivement, sur ce que tu dis sur aucune femme n'est épargnée, ça me fait penser au livre de Sheryl Sandberg, qui était de l'ex numéro 2 de Facebook, qui effectivement, elle disait qu'elle aussi, à son niveau, en fait, elle listait tous les comportements sexistes auxquels elle avait eu affaire. Donc, effectivement, je te rejoins sur le fait que même quand on a toutes les médailles, comme tu dis, on n'est pas prémuni contre le sexisme, peu importe sa place. Il faut aussi faire une distinction, comme tu le soulignes, sur les femmes elles-mêmes. On n'est pas toutes logées à la même enseigne, qu'on soit diplômée, non diplômée, blanche, racisée, etc. Et en fait, un seul exemple, c'est, je pense que vous avez entendu parler de la newsletter des Glorieuses, qui avait chiffré au 6 novembre l'année dernière la date à partir de laquelle on travaille gratuitement. Ça, c'est valable pour les femmes blanches diplômées. Si on se concentre sur les femmes racisées, on arrive quasiment au mois de juin. Donc c'est difficile de le mesurer de manière précise parce qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques en France. En tout cas, ça a été fait aux États-Unis et c'est ce qui est ressorti. Il faut remonter bien avant, de plusieurs semaines, de plusieurs mois, pour avoir cette différence entre les femmes racisées et les femmes blanches. Et on pourrait faire cette distinction en croisant beaucoup d'autres critères. Et oui, je pense que ce que tu dis sur... ce que tu disais à la fin sur les modèles. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent en modèle, mais à quel prix déjà ? Et puis, il y a aussi peut-être, et tant mieux pour elles, de l'aide par ailleurs qu'elles reçoivent de leur famille, de l'aide matérielle, etc. Donc pourquoi pas ? Mais je pense effectivement que faire des femmes, des hommes comme les autres, c'est-à-dire avides de pouvoir et puis dans des formes de domination, moi, je ne trouve pas ça forcément hyper souhaitable. Donc, la question, c'est vraiment quel modèle on veut valoriser. Quel modèle de travail, quel modèle de manager, quel modèle de dirigeant on veut valoriser. Et à partir de ça, on pourra réfléchir peut-être à un monde plus égalitaire. Mais là, tel qu'il est construit aujourd'hui, ça paraît compliqué de faire autrement que de valoriser ces formes de compétitivité, de pouvoir et de hiérarchie, quelque part. Merci beaucoup, Aude. Sur cette note positive. Oui, c'est ça. Merci pour votre écoute. C'était une rencontre avec Aude Rivoal, chercheuse et sociologue, autrice des livres intitulés « La fabrique des masculinités au travail » et « Masculinité ». Si vous souhaitez adhérer, donner ou collaborer avec l'association Les Fameuses, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram, @lesfameuses, sur LinkedIn ou sur Facebook.